Juguler les erreurs d'inattention. Inattention, imprudence et tourderie. Cette inévitable plaie gangrène les copies et contrairement au blocage technique pour lesquels l'élève peut se dire « je n'aurais pas pu y arriver de toute façon », elle entraîne d'amers regrets, voire une franche détestation de soi. L'élève jurera, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Il peut jurer autant de fois qu'il le voudra, l'inattention ne disparaîtra pas. Promettre sa disparition relève du vœu pieux sans effet, voire de la paresse intellectuelle face à un paramètre incontournable, comme bien d'autres qui déterminent la réussite ou non d'une épreuve. Dire à quelqu'un d'éviter les erreurs d'inattention est un non-sens. Comment s'éloigner volontairement d'une action involontaire? Dans un examen, comme dans une entreprise ou dans un dispositif de sécurité, la défaillance humaine ne doit pas être niée ni vouée aux gémonies. Elle doit être prise en compte et jugulée. Si l'on ne peut en éviter les occurrences, il est possible de s'armer en amont pour en prévenir les effets ravageurs plutôt que les guérir dans les larmes. Je vois deux manières pertinentes de juguler les erreurs d'inattention dans un examen, sans exclure bien évidemment qu'il y en ait d'autres, mais ces deux-ci me semblent s'imposer particulièrement. Sur le long terme, il faut savoir cartographier son inattention. Autrement dit, identifier les erreurs que l'on refait souvent. Oubli de signes dans les calculs, oubli dans un changement de sens d'inégalité en multipliant ses membres par un réel négatif, ou de s'assurer de la non-nullité de x en simplifiant par x deux membres d'une équation. Chacun a son ou ses erreurs types, erreurs auxquelles il semble naturellement enclin. Je pourrais même établir une empreinte type d'erreur ou dresser un passeport erreur chez la plupart de mes élèves, en les caractérisant par les erreurs d'inattention qu'ils commettent le plus souvent. Cette cartographie étant faite, il s'agit ensuite d'allouer en priorité les ressources temps-énergie, ressources malheureusement limitées en examen, à la vigilance quant au passage du contrôle où nos erreurs types pourraient se manifester. À titre personnel, après l'étude du signe de f' et l'établissement du tableau de variation de f, j'étais parfois enclin à prendre l'expression de f' et non celle de f pour calculer les éventuels extrémas de f. Donc je prenais l'expression de f' et non pas celle de f qu'il faut prendre pour calculer les extrémas de f, le maximum de f par exemple, minimum de f, etc. Erreur bête mais qui peut s'avérer fatale et dont je me suis débarrassé après l'avoir identifiée comme récurrente et après lui avoir alloué spécifiquement les dites ressources. Bien entendu, il ne s'agit pas de se concentrer uniquement sur nos erreurs types en ne faisant plus attention au reste, occasionnant alors l'apparition d'autres erreurs types. Tout est histoire de priorité et de mesure. Ça, c'était le premier point. Le second point, pendant l'examen, il ne faut surtout pas refuser les perches de vérification tendues par l'énoncé. Cohérence est le maître mot. Si le résultat de la 4A entre en contradiction avec celui de la 2B, pourquoi faire semblant de n'avoir rien vu? Ou pourquoi commencer à paniquer? Au contraire, il faut se dire que c'est une aubaine. S'estimer heureux d'avoir remarqué une telle contradiction, qui nous permettra de rectifier le tir en commençant par vérifier le moins certain de nos résultats. Alors que sans elle, sans cette contradiction, notre erreur serait passée inaperçue et aurait gangrené le reste du devoir. En plus de tels points de sauvegarde, proposés par l'énoncé, on peut se constituer soi-même un arsenal d'outils de vérification utiles et peu chronophages. Prendre le réflexe de regarder si le signe de l'intégrale que l'on vient de calculer correspond bien à ce qu'on attendait, intégrer entre 0 et 1 une fonction positive par exemple et obtenir ln de 1,5, ça serait bizarre. Vérifier que l'expression générale, si on veut parler de matrice, de m puissance n obtenue marche bien pour les premiers termes, pour les premiers n, etc. etc. Bien évidemment, si l'on compare d'une part ces situations d'humain faillible qui doit tenir compte de ces étourderies éventuelles et prendre un peu de temps en conséquence pour en juguler les effets, et d'autre part, une situation utopique où l'on ferait tomber les questions une à une sans commettre le moindre impair, on ne peut que s'en vouloir. Mais ce n'est pas la bonne comparaison. Il faut comparer l'élève faillible qui s'efforce de juguler son inattention à ce même élève faillible qui se contente de se promettre de faire attention, ce qui ne sert à rien.